Donc voilà, je ne m'appelle pas Cécile Mayens. Euh, Elle s'excuse parce qu'elle a un problème de santé. Pour ceux qui la connaissent, ne vous inquiétez pas, elle va s'en remettre rapidement. Mais pour le moment, il était impossible de venir aujourd'hui. Elle a eu un problème jeudi, mais elle se remettra tout à fait bien après. Donc voilà. Je continue, j'ai essayé de reprendre son exposé qu'elle m'a gentiment envoyé. Je vais essayer de faire tout ce que je peux pour la remplacer et de découvrir cet exposé que j'ai réétudié hier soir. Donc. Euh, j'ai changé quelques petites dias parce que vous savez que j'aime bien un peu rire de temps en temps et donc ça c'est un truc que j'ai rajouté. En fait, ce que je vais vous faire, c'est le résumé des trucs qu'on a à la consulte. Là, mon mari, il a une pile. Et alors, c'est quoi la pile? Eh bien, personne ne sait ce que c'est que la pile. Et donc, on essaye de savoir ce qu'on va faire avec cette pile. Est-ce qu'il faut téléphoner au cardiologue, sachant qu'on va se faire engueuler ou pas? Et donc, c'est un petit peu ça. On va essayer de voir ce que c'est qu'un pacemaker. Ça, vous le savez tous, puisque vous avez tous répondu bien à la question. Ce que c'est qu'une resynchronisation et qu'est-ce que c'est qu'un défibrillateur. En gros, on va passer ça en revue. Alors, comme beaucoup de choses, on a parlé quand même un peu business ce matin, et on se rend compte que toutes ces firmes qui font des trucs, que ce soit des antidépressants, des antidiabétiques, des anticoagulants, ils se font du pognon. Ben, ceux qui font des pacemakers se font du pognon aussi, je peux vous le dire. Et ceux qui ont la chance d'aller à des congrès ou de voyager avec des cardiologues, ils savent que les dîners sont pas mal autour de ça. Donc, je pense que, et c'est ça qui fait qu'il y a, je pense, le nombre est en croissance. Cette personne, tout le monde le sait. Quelles sont les principales indications? Et ça, je pense que c'est important parce que ça, on doit le savoir, nous, pour savoir ce qu'on peut en faire après. Ben, la majorité des implantations, c'est dû à une dysfonction du nœud sinusal, c'est-à-dire des patients qui ont des bradycardies. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout l'article, dans tous les articles que les cardiologues ont publiés là-dessus pour savoir quand une bradycardie est importante ou quand elle ne l'est pas. Pour ceux qui dans le temps ont travaillé à Saint-Luc, on savait tous que c'était compliqué d'avoir un avis sur les pacemakers parce qu'il y avait un cardiologue qui connaissait ça sur le bout des doigts. Eh bien maintenant, ça a été codifié, on ne se fait plus engueuler quand on téléphone. Les cardiologues savent très bien quand il faut mettre un pacemaker ou pas. L'autre indication principale, ben, c'est les blocs de conduction qui font que ben, la bradycardie est aussi symptomatique ou que le patient réellement fait des pauses trop longues et que donc il est symptomatique. Je pense que c'était vrai ce qu'il nous disait notre prof de cardio dans le temps. Le critère principal pour mettre un pacemaker, c'est quand même le symptôme du patient. Ils ont publié toute une série de codes, je pense que c'était un peu pour nous perturber, parce que bon, ça c'est le genre de truc qu'on aime bien poser aux examens, savoir ce que c'est qu'un AI, ou quand le chirurgien vous engueule, il dit « Mais là, en VVI, le pacemaker, nom de pipe !» Et tout le monde stresse, on ne sait pas ce que c'est. Mais donc je pense que c'est ce qui a été, vous trouverez ça dans tous les bouquins, il y a 5 lettres, il va y en peut-être en avoir 6 bientôt, je vais vous montrer. Les 2 dernières, c'est soit si on module la fréquence ou pas, on module la fréquence, et ça c'est important à retenir pour nous, on module la fréquence en fonction de critères qui ont été paramétrés par le cardiologue avant. Par exemple, un des critères qui va paramétrer, c'est de moduler la fréquence quand le patient fait de l'exercice. On va voir comment est-ce qu'on va savoir si le patient fait de l'exercice, parce qu'on augmente sa fréquence respiratoire. Et donc, si vous avez ce pacemaker qui est réglé là et que vous mettez une fréquence respiratoire augmentée, ben, le pacemaker va aller plus vite aussi. Donc, ça, c'est quand il y a le R, il faut essayer de savoir sur quoi le R est basé. Par exemple, pour que les piles ne s'usent pas ou que ça n'embête pas les gens, on arrive aussi quand le pacemaker ne bouge pas, c'est-à-dire quand le patient est couché sur le dos pendant un certain temps, donc il ne fait pas d'exercice dans son lit. Et donc, le pacemaker ne bougeant pas, eh bien, le rythme cardiaque diminue. Ce qu'on fait tous, je crois, quand je m'endors, mon rythme cardiaque diminue. J'ai jamais vérifié, mais c'est ce qu'on m'a dit. Et donc, ça te fait rire, Philippe? Non, j'ai jamais vérifié. Et donc, voilà. Mais c'est aussi quelque chose d'important parce qu'on va endormir notre patient. Normalement, il va plus bouger. Enfin, c'est ce qu'on espère tous. Et donc, le rythme cardiaque va diminuer. Donc, le R paraît anodin, mais c'est important de savoir sur quoi il est, surtout quand c'est en urgence. Et surtout, si vous êtes surpris, sachez-le. Différents pacemakers, il y a les monochambres, je pense qu'on n'en voit quasi plus, sauf peut-être en pédiatrie de temps en temps, mais on n'en voit plus. 80% c'est des doubles chambres, et enfin il y a les triples chambres, et ça, je pense que vous l'avez vu tantôt, c'est ce qu'on vous avait dit. Pourquoi est-ce qu'ils ont inventé toute cette nomenclature? Pour pouvoir revenir à cette diacie que je trouve extrêmement simple, tous les pacemakers sont réglés, comme on l'a dit tantôt, en DDD, avec parfois un R, et je vous ai dit que le R, il fallait essayer de savoir ce que c'était. Sauf ceux qui sont
pour la fibrillation auriculaire qui est réglée en AAI. En VVI, ben c'est normal parce que quand l'oreillette bat la breloque, c'est pas elle qui va jouer le chef d'orchestre. Encore qu'on va voir après, ça a tendance à changer aussi. En fait, voilà les différents modes de stimulation que vous retrouverez sur vos ECG. La plupart du temps, ben, on nous dit le pacemaker, soit il ne marche pas, soit il ne sert à rien. Ben non, il est en sentinelle en fait. Et il ne se met en route que suivant le problème que le patient présente. Et donc, mais ça, je ne vous apprends rien, je pense que vous le savez. Il y a des nouveaux pacemakers qui viennent encore sur le marché alors qu'on croyait qu'on avait tout découvert là-dessus sur cette bête petite pile. Eh bien, c'est les pacemakers qui maintenant peuvent aller dans les résonances magnétiques. Les anciens pacemakers, c'est plus aussi contre-indiqué qu'avant, surtout que nos résonances magnétiques ont diminué, elles sont à moins d'1,5 Tesla, et donc on peut éventuellement mettre les patients dedans. Et le radiologue doit aussi savoir ce qu'il va faire comme séquence. Donc ça, les séquences qui triggerent plus ou pas, mais ça c'est un problème de radiologue, donc ils le savent. Et puis la plupart des nouveaux pacemakers qu'on met sont résonance magnétique, que ce soit les Boston Scientific ou les autres, sont résonance magnétique résistants. Donc ça c'est une bonne chose. Les choses qui arrivent sur le marché maintenant et à laquelle vous allez être surpris, c'est des petits pacemakers qu'on met soit dans les vaisseaux, soit qu'on accroche à la paroi du ventricule et qui fonctionnent avec une batterie qui envoie des micro-ondes. Il n'y a plus de fil chez le patient, ça commence à se voir. Il y en a déjà 25 qui ont été implantés en Belgique, on va en avoir de plus en plus. Et enfin, il y a toute une série de pacemakers qui fait qu'on va devoir un jour revoir cette nomenclature à 5 lettres parce que maintenant, on se rend compte que dans la fibrillation auriculaire, même le bon vieux VVI n'est pas l'idéal. Il faut encore avoir un pacemaker réglé en fonction de la fibrillation auriculaire et qui essaye d'inhiber surtout les épisodes de fibrillation auriculaire paroxystique. Et donc peut-être qu'on aura moins besoin d'anticoagulants oraux si on arrive à inhiber ça. Et donc ça serait peut-être une bonne chose parce que c'est les épisodes de fibrillation auriculaire paroxystique qui tuent les gens parce qu'ils font des cailloux à ce moment-là. Et clac, ils les envoient au moment où ils retournent en rythme. Donc ça c'est... Et donc, voilà, mais ça, c'est une étude qui est sortie il n'y a pas très très longtemps et qui montre que quand on règle le pacemaker comme ça, plus encore quelque chose qui est basé sur la contractilité ventriculaire, on arrive à mieux régler les patients encore qui sont en fibrillation auriculaire. Donc, voilà les choses qu'on va voir arriver et dont il faudra se tenir au courant. Qu'est-ce que c'est qu'une resynchronisation? Ben, ça semble de nouveau difficile à comprendre, mais c'est quelque chose d'en fait assez simple. Vos deux ventricules doivent fonctionner en même temps ou avec un léger délai, et votre ventricule gauche, il doit fonctionner d'une manière correcte, c'est-à-dire se tordre sur lui-même quand il éjecte. Si ça fonctionne pas bien, je ne vais pas rentrer dans les courbes ici de torsion et tout ça de ventricules qu'on peut voir les courbes avec les courbes. Si ça fonctionne pas bien, vous n'éjectez pas correctement, et donc l'idéal c'est d'arriver à faire mieux battre ces ventricules et les faire battre artificiellement. Ça c'est le principe de la resynchro. Donc c'est un pacemaker. C'est un pacemaker qui est comme les autres, mais qui est quand même plus utile que les autres, c'est-à-dire qui vous permet d'éjecter mieux. Et donc, c'est ça qui peut poser des problèmes si on les inhibe, surtout plus que les autres. Pardon, je me suis trompé. Et donc, quelles sont les indications? Ben, c'est surtout des indications de fraction d'éjection basse et de blocs de branches qui sont malgré tout importants. Et alors, il y a plein d'articles publiés là-dessus qui sont publiés par les cardiologues qui sont nettement plus intelligents que moi, et donc j'ai essayé de les reparcourir, mais c'était trop long depuis quand j'ai appris que je devais faire ça. La chose que je sais, c'est que quand on doit mettre un de ces foutus trucs de resynchro en salle d'op, il y a des moments où on a envie d'être comme l'anesthésiste là-bas, avec un pistolet sur la tempe du cardiologue, en lui disant « Grouille-toi, vieux, moi j'en ai ras-le-bol ici, il est 7 heures du soir, je veux rentrer chez moi ». Parce que son problème, c'est que quand le ventricule droit et le ventricule gauche sont dilatés, ils ne trouvent pas ce foutu trou. Et vous avez vu qu'il y a 3 sondes à mettre. Et c'est à ça que je vais en arriver. C'est qu'il faut mettre 3 sondes. 2 qui sont généralement mises du premier coup dans l'oreillette et dans le ventricule droit. Ça va du premier coup. Et il y en a une qui doit aller dans le ventricule gauche qu'on met par le sinus coronaire. Et là, je peux vous dire que ça peut ramer pendant un certain temps. Alors, comme on en avait marre de ramer à Erasme pendant tout un temps, on a décidé de les mettre aussi par voie externe. Et donc, on peut les mettre aussi par voie externe. Et nous, on le fait par robotique parce qu'il y avait le robot là-bas et qu'il faut bien l'employer. Mais je crois qu'il n'y a pas de raison évidente de faire plutôt par robotique ou quoi. Mais comme ça a été fait chez nous, je le cite. Donc voilà les classes, les choses difficiles. Ça, c'est le genre de truc d'algorithme de cardiologue que moi je ne comprends pas. Et donc, je prends un algorithme simple que moi je comprends. Ça marche le mieux quand les QRS sont élargis et que c'est chez les femmes. Ça marche
moyennement bien, mais ça marche quand même pas mal chez les hommes qui ont une cardiopathie ischémique et donc une fraction d'éjection basse et de nouveau AQRS élargie. Et ça marche pas. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi. C'est pas vous qui décidez, mais enfin, c'est important de savoir, c'est que ça sert à rien de mettre si les QRS sont normaux ou sont bas, même s'il y a une fraction d'éjection qui est basse, ça ne sert à rien d'en mettre. Le principe, c'est de réaugmenter la conductivité électrique du cœur. Et donc, le principe, c'est de transformer ce TCG-ci en un ECG comme ça, et c'est celui que vous voyez souvent quand vous avez un resynchro. Par contre, quand vous inhibez la resynchro, vous pouvez retourner là-dessus, et donc là, vous allez être embêté parce que vous retournez dans l'état primitif du patient. Donc, c'est à ça que sert cette dia-ci. Celle-ci. Donc voilà, j'avance assez vite sur les défibrillateurs, qui est quelque chose que vous connaissez aussi bien. Quelles sont les indications des défibrillateurs? Il y en a une série, et vous voyez que de nouveau, c'est un fameux business. On en met une série à des patients, on en met de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de gens qu'on sort d'affaires maintenant. Dans le temps, quand on faisait un arrêt cardiaque sur la rue, ben, c'était fini, on le laissait là-bas. Maintenant, il y a une série de gens qu'on ramène chez nous, qu'on met sous ECMO, et même des gens jeunes qu'on sort d'affaires. Et donc, après ça, on se rend compte qu'en fait, ils ont fait un trouble de rythme. C'est pour ça que maintenant, quand vous allez au Cora ou que vous allez je ne sais pas où, là, il y a des défibrillateurs qu'il faut apprendre à manier, et que vous devez apprendre surtout à vos enfants à manier, parce que ça peut vous être utile pour vous. Et donc voilà, mais c'est utile de ça. Et donc voilà la raison principale pour laquelle on met ces défibrillateurs, ben, c'est des gens qui ont des maladies coronariennes, qui ont fait des problèmes de troubles de rythme dans le passé, qui ont fait des morts subites et qu'on retrouve après. Nous, on en met à peu près 2-3 par semaine, comme ça. C'est des jeunes gars parfois qui viennent et qui sont tombés en rec en pédalant en vélo sur le terrain de football et donc qui font une syncope d'origine indéterminée avec une fibrillation ventriculaire ou une TV. Donc, le principe de fonctionnement, ben, c'est qu'il y a une pile, de nouveau comme toujours, qui va délivrer, qui va monitorer d'une part le cœur du patient. Et ça c'est important parce que le principe de fonctionnement quand on mettra un aimant est un peu différent. Donc il y a une pile qui monitore le rythme cardiaque du patient et qui le prend tout le temps, qui le monitore tout le temps. Et dès qu'il y a un trouble de rythme, cette pile charge un condensateur. Elle attend un peu pour voir si le trouble de rythme continue, et puis clac, paf, elle lâche au courant, et le cœur se remet normalement en place. Ça, c'est un des principes sur lesquels il fonctionne. L'autre chose, c'est que se dit, si j'ai encore une petite chance de sauver l'histoire, j'augmente mon rythme très très rapidement, et puis je le rediminue. C'est les deux manières dont fonctionne le pacemaker. Souvent, suivant le trouble de rythme, il essaye ou il n'essaye pas. Ça, c'est ce que l'algorithme que le cardiologue a mis dans son défibrillateur. Voilà la manière dont ça fonctionne. Et enfin, le tout dernier qui est arrivé maintenant, qu'on met maintenant chez des patients chez qui on n'a plus envie, parce que quels sont les problèmes des pacemakers, des défibrillateurs et tout ça, c'est qu'après un certain temps, on arrive toujours bien à infecter la sonde. Le type se lave mal les dents, va mal chez le dentiste et tout ça, il est diabétique et il se soigne mal, et il arrive à infecter sa sonde. Donc maintenant, on essaye de mettre maintenant, depuis c'est arrivé au début de l'année en Belgique, des pacemakers qui ne passent plus par voie endocavitaire, mais qui sont sous-cutanés. C'est donc ce que je vous disais, c'est les SICD. C'est assez facile à reconnaître si on les voit sur la radiothorax. Il y a une sonde qui est ici, qui est mise en rétrosternal, et il y a une sonde il y a le pacemaker qui est sur le côté là-bas. C'est le même principe de fonctionnement. Une fois qu'il y a une TV qui se fait, il y a un arc, pas un arc, mais enfin une différence de potentiel qui se fait entre les deux, et on donne une décharge électrique pour défibriller le cœur. Donc c'est le même principe qu'un autre pacemaker, sauf qu'il n'y a rien qui passe dans le cœur. Les codes de réglage, je vais vite passer dessus parce qu'on avait un petit peu de retard, et donc il y a plein d'articles qui disent qu'on doit faire en pair-op, et je pense que je vous ai déjà résumé une grosse partie. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi le pacemaker a été placé. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'est-ce qu'on va en faire. Et la première cause qui peut être ennuyante, c'est tout ce qui est interférence électromagnétique. Alors ça, c'est un terme très largement générique pour dire ce qui peut arriver. Les causes qu'on a chez nous au bloc opératoire, mais c'est surtout le bistouri du chirurgien. Alors vous savez, je ne vais pas vous expliquer qu'il y a des bistouris monopolaires, des bistouris bipolaires. Les bipolaires, c'est quand il joue avec sa petite pince et qu'il fait bzz 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 à ces petits endroits. Et donc ça donne très très peu d'interférences électromagnétiques. Par contre,
les bipolaires et les monopolaires, et parfois c'est indispensable de le faire quand même. Il faut savoir que ça peut arrêter un pace et ça peut vous foutre une sérieuse trouille quand le patient se met tout d'un coup à battre à 30 et que vous ne l'avez pas prévu et que vous n'avez rien sous la main. Alors heureusement, il y a des choses qu'on doit avoir sous la main et on va en parler. Donc ça, c'est toutes les autres choses. Vous pouvez avoir des paniques aussi. La chirurgie argon, on croirait que ça ne fait rien du tout et ils s'amusent à jouer avec de l'argon quand ils font des hépatectomies et tout ça. Mais je peux vous dire que ça génère aussi des interférences et ça bloque aussi les pacemakers. Même la radiothérapie, les sismothérapies, les lithotripsies, qui sont les choses qu'on fait en dehors du bloc opératoire, c'est des choses que vous devez savoir que ça peut, quand un patient a un pacemaker, il faut quand même s'en méfier parce que ça peut vous jouer des tours. Donc, je vous l'ai dit, il faut savoir quel est le type de pacemaker. Maintenant, ça c'est une bonne chose, il y a un code européen et des papiers européens. Donc, que le pacemaker était mis en Espagne ou était mis en Norvège, normalement, vous êtes capable de lire le papier parce que c'est écrit au même endroit. Et donc, si vous en avez en français, vous savez savoir ce qui est écrit en norvégien. Donc, ça, c'est une bonne chose. La date d'implantation, le dernier contrôle, mais ça, les gens y vont assez souvent. Et maintenant, de plus en plus, les pacemakers qu'on mène maintenant, cette dernière génération, sont capables d'être contrôlés à distance par le cardiologue. Et donc, peut-être que les patients ne devront même plus aller aussi souvent chez le cardiologue. Et donc, voilà les choses qu'il faut faire. Ce qui est important, c'est, si vous ne savez pas ce que le patient a comme pacemaker, attends, je suis parti d'un mauvais côté, là. C'est de demander une radio de thorax ou de prendre un coup de scopie. Quand le patient, quand la vieille dame arrive avec son col de fémur, comme Anne disait tantôt, vous ne savez qu'elle a un pacemaker, vous ne savez pas lequel c'est, vous prenez une scopie. Si vous voyez 2 litres, c'est ce qu'on a dit tantôt, vous avez droit à un pacemaker assez classique. Si vous voyez un machin qui ressemble à ça, avec des trucs là-bas et trois câbles, vous avez sans doute à faire un défib resynchro ou un resynchro simple, mais on met ça très rarement, donc c'est surtout des défibres resynchro. Et si vous avez ce machin-ci avec une grosse pile sur le côté et un câble là-bas qu'on voit sur le thorax comme ceci, vous avez droit à un défibrillateur qui est implanté sous-cutané. Et enfin, voilà un resynchro. Vu la thorax est meilleure. Ça, c'est la dernière, celle qui nous donne parfois des cheveux gris. Vous allez la retrouver ici. Soit le cardiologue est allé la mettre assez loin et arrive à stimuler le ventricule gauche. Par là, il est rentré ici par le... j'ai oublié le nom maintenant, je l'ai dit tantôt. Le sinus coronaire, oui. Et puis, il a su l'avancer assez loin. Ou bien vous la verrez ici parce qu'elle a été mise chirurgicalement posée sur le ventricule pour entraîner le cœur. Ça, c'est un resynchro avec des fibrillateurs. Qu'est-ce que vous devez avoir sous la main quand vous endormez un patient en urgence et qu'il a un pacemaker ou qu'il a un défibrillateur? C'est d'avoir un aimant sous la main. À quoi sert l'aimant? L'aimant sert souvent, quand il est bien placé, à fermer un petit interrupteur. Je simplifie grandement les choses, mais c'est pour qu'on comprenne. Ferme un petit interrupteur et quand il est mal placé ou qu'il n'est pas bien mis, l'interrupteur est ouvert. Quand vous fermez l'interrupteur, vous laissez passer du courant, le pacemaker se programme d'une autre manière. Je crois qu'un cardiologue fera un infarctus s'il m'entendait parler de son pacemaker comme ça, mais c'est qu'en résumé, c'est ça qui se passe. Et donc, on passe en gros, et ça j'en suis sûr, par contre, on passe en mode asynchrone quand le pacemaker est inhibé et qui fonctionne. Et tous les pacemakers ont un rythme de base asynchrone qui tourne aux alentours de 50, 60, 70, ça dépend un peu des marques. Ça peut être utilisé pour 2 choses. D'une part, quand on est en pérope et que le pacemaker s'arrête parce que le bistouri ne fonctionne tout le temps ou qui fonctionne mal, on peut le faire refonctionner en asynchrone. Ou d'autre part, les cardiologues l'étudient aussi pour savoir quelle est la durée de viabilité de la pile. D'après la fréquence qui se met en route en mode asynchrone, on sait où on est la pile. Mais ça, c'est pas tellement notre truc. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est pour un pacemaker. Donc, on part de DDD vers DDO. Si on a un défibrillateur, il faut savoir que la fonction pacemaker qui existe, comme je vous l'ai dit toujours, puisqu'il moniteur quand même toujours le même rythme cardiaque, n'est pas modifiée. Quand vous mettez un aimant sur le pacemaker, vous inhibez la fonction défibrillateur, donc la fonction antitachycardie. Et donc vous évitez que votre patient danse le jerk chaque fois que le chirurgien fait une électrocoagulation. Mais vous ne changez pas la programmation. Dans certains, les anciens Boston scientifiques, attention, quand vous avez mis sur un pacemaker, un défib, un aimant, la programmation est changée aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Il y a aussi certains
pacemaker ou le cardiologue, à mon avis, doivent être un peu vicieux, ceux qui font ça. Le programme en magnet-off, ça veut dire que quand vous mettez le pacemaker, le truc dessus, oui, comme tu dis, Denis, tu peux faire comme ça parce que pendant une demi-heure, tu cherches où est le pacemaker et tu n'y arrives pas. Ou alors le champ magnétique est insuffisant de votre aimant, c'est que parce que ça ne passe pas à travers la graisse et donc on n'y arrive pas. Ceci simplement vous dire que la place, ça ne sert à rien de retenir ça, mais la place où il faut mettre le pacemaker varie en fonction de... La place où il faut mettre l'aimant plutôt varie en fonction du pacemaker. Alors la chose que je peux vous dire, ça ne sert à rien de le retenir, mais c'est qu'il faut être persévérant. Parfois il faut jouer avec l'aimant pour trouver exactement où il se met et tout d'un coup, pouf, oh ça y est, j'ai trouvé où c'est. Testez-le avant d'avoir les emmerdes, pas après, parce qu'alors là, vous êtes occupé à trembler parce que ça ne va plus ou qu'on est occupé à masser le patient. Donc, essayez de le faire avant pour savoir dans quel mode. Un pacemaker, un défib, si ce n'est pas indispensable, ne le faites pas, parce que, sauf pour les tout vieux, mais les nouveaux, vous pouvez éventuellement le faire aussi. Mais si vous l'avez fait, prévenez quand même toujours le cardiologue que vous l'avez fait, comme ça il peut revoir la programmation après. Donc, est-ce qu'il faut faire une reprogrammation ou un aimant? Il y a un bel algorithme qui a été publié dans le BGA en 2011. Je vous y réfère parce que c'est de nouveau un algorithme qu'on va prendre du temps à dépatouiller et je crois que le temps passe. Oui, il est 12h47, donc j'aurai fini dans les temps pour voir le match. Non, il a déjà commencé, je pense. Donc, bon, mais voilà. On va... Donc, qu'est-ce qu'il vous faut en salle d'op? Il vous faut ce foutu aimant, il faut savoir où ils sont, il faut l'avoir essayé pour savoir le mettre avant, il faut savoir quel type de pacemaker c'est, et enfin, comme le dit très bien ici Cécile, il faut quand même avoir des médicaments d'urgence qui sont prêts. L'isoprélanine reste quand même un médicament qui marche pour stimuler un cœur qui bat trop lentement. Il faut aussi éviter par tête, ça c'est un peu ce qui est mis dans la littérature, la myo et les tomidates, mais c'est pas très clair. Ouais. Il faut éviter les troubles hydroélectriques et tout ça, c'est pas capital. Et donc, je pense que, oui, ben ça c'est la même chose. En post-opératoire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut certainement monitorer clairement ce patient pour être sûr qu'on n'ait pas bousillé son pacemaker, et donc il faut le mettre pendant un temps plus prolongé avec des électrodes et bien monitorer en unité de soins post-opératoires. Il faut peut-être téléphoner au cardiologue, en tous les cas prévenir le cardiologue que vous avez chipoté sur son pacemaker et qu'il va peut-être falloir qu'il le regarde, ou surtout les défibres, qu'il regarde comment il fonctionne. Et alors, une des choses qu'il faut toujours faire attention, c'est que quand vous avez un patient qui a une température inexpliquée et qui a un pacemaker, il faut toujours chercher une infection de sonde. C'est la première chose que nous on recherche, un coup d'écho transversaux, et souvent vous voyez qu'il y a un bazar qui se promène au bout de la sonde qui n'est pas normal. Et donc ça c'est vraiment l'endocardite sur la sonde, c'est malheureusement le problème qu'on a le plus souvent. Voilà, je pense avoir essayé de traduire à peu près l'idée de Cécile, avoir regardé le timing, et s'il y a des questions, je peux essayer d'y répondre. Merci.